Des pierres dressées vers le ciel ou tapies dans l'ombre d'un bois, des constructions insolites à la signification restée mystérieuse, c'est la découverte que proposait le groupement archéologique Forêt et Jarret pour une sortie le 28 mai 2022 autour du village d'Argental sous la conduite de Pierre-Bernard Tessier. Au point de rendez-vous fixé pour le départ, les 12 participants. Le trajet jusqu'à Argental, l'arrivée sur le parking, le long de la rivière, et le bruit régulier de sa cascade. Petit briefing et quelques explications sur le site avant de se mettre en route. Des infos à lire avant le départ. Et le choix du trajet pour atteindre la Tortue, trajet sportif ou trajet plus tranquille, encore que... Mise en jambe. Le sentier est ombragé. En chemin, le panneau invitant le visiteur à donner son avis. Mais les bulletins de vote sont un peu volumineux et les urnes sont déjà pleines. L'un des trous capules, ces marques témoins de la présence humaine sur de nombreux sites mégalithiques. La Tortue. Des hypothèses sur l'édification de cet ensemble de pierres, évoquant pour certains une tortue et pour d'autres un mammouth. Un peu d'histoire et le sort du château que le connétable de Montmorency livra aux flammes. Mais c'était un personnage puissant puisqu'il avait quand même été nommé connétable après que son père ou son grand-père ait été le grand connétable, c'est-à-dire le deuxième personnage du royaume, quoi. Donc là, il pouvait brûler le château sans inconvénient parce que personne ne serait allé le chatouiller ensuite. Est-ce que c'est des roches erratiques? Est-ce que c'est des roches qui ont été travaillées par les humains? Le simple fait de leur calage nous fait quand même douter que ça soit tout à fait naturel. Les archéologues sont persuadés que le Pilat fut habité dans la préhistoire. Il y a eu des humains par ici, contrairement à ce qu'on croit, on dit à les forêts, c'était froid, il n'y avait personne. Pas du tout, il y a eu des humains dans ces montagnes. Qui est propice, si vous voulez, à l'habitat, parce que le granit, avec ce qu'ils avaient pour creuser, non. C'est pas possible. De tout temps, le Pilat a été considéré par les populations comme l'Olympe, par les Gaulois, comme l'Olympe des Gaulois. Et en fait, on retrouve ce thème de la montagne sacrée. Le Pilat, c'est un immense lieu de culte. J'ai découvert des sites à laquelle le CNRS de Paris et puis les archéologues de Lyon sont venus, je leur ai montré des sites que j'ai découverts. On redescend sur le bord de la rivière, puis le groupe va gagner le château et la chapelle avec un peu de suspense. Cette dernière sera-t-elle ouverte ce jour-là? L'escalier pour accéder aux ruines du château et à la chapelle. Un arrêt du groupe à hauteur du panneau accueillant le visiteur. Une heureuse surprise en arrivant à la chapelle. Elle est ouverte, car on y prépare une réunion festive, et ce sera l'occasion de questionner les habitants du village sur la chapelle et sur le château. Pancarte sur le côté de la porte de la chapelle. On apprend que cette dernière était intégrée à l'enceinte du château. Aujourd'hui désaffectée, la chapelle accueille maintenant les expositions de l'association Vivre à Argental, présidée par Laurent Chaplon, une association qui vit le jour à l'initiative des habitants. L'association Vivre à Argental, qui a été créée il y a 35 ans, c'est pour mettre l'eau au village qui nous a fédérés. Et puis du coup après on a décidé un peu de sauvegarder notre patrimoine
avec nos moyens, nos faibles moyens. Bénévoles, on a tous des bénévoles, donc beaucoup de personnes étaient revenues, des habitants, enfin nés à Argental, donc étaient revenus, c'était les enfants. Sauf que maintenant on vieillit et que les maisons se sont vendues, il y a un peu moins de fédération des nouveaux habitants. Mais bon, on essaye toujours de préserver tout ce patrimoine. Le château appartenait à un particulier. Après sa cession à la mairie, l'entretien des restes du château et de la chapelle incombe maintenant à la mairie de Bourg-Argental. Ces précisions sont fournies par Bernard, membre de l'association. Qui avait la maison en dessous, et donc ils ont cédé le château, parce que c'était vraiment quelque chose de compliqué d'entretien, ils ont cédé à la mairie. Donc maintenant c'est la mairie qui est propriétaire. Donc l'entretien du château, certaines réfections, c'est la mairie qui le fait. Alors prévu, vous voyez, il y a les arbustes qui poussent au sommet de la tour. Donc ça c'est prévu de les arracher et de traiter le dessus pour qu'il n'y ait pas de nouvelles pousses de végétation, quoi. Et puis les chenaux de la chapelle, les nettoyer parce que ça c'est pareil. Alors la chapelle appartient à la commune. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est la réfection du toit en 78, comme ça. Donc toute la charpente, les tuiles, tout ça a été refait à cette époque-là. Sauf la première partie, la partie de devant qui est la partie du chœur. Ça n'a pas été refait. Ça n'a pas été désacralisé. L'évêque de Saint-Étienne est venu et il posait trop de conditions à la commune. Il fallait que la commune, il fallait enlever la croix, il fallait enlever la cloche. Donc la commune a dit c'est pas notre. Alors donc c'est resté statu quo. Donc on peut encore faire des offices. À l'intérieur de la chapelle, des explications fournies par Marie-Claude et Raymond Stépanian. Il y avait l'épicentre, vous avez l'église, c'est le château, et on voit bien que les villages se sont agglutinés, se sont faits à l'intérieur du mur d'enceinte. Le chemin est une espèce de petit arc juste là à gauche. Ça fait une espèce d'arc-boutant comme ça. Là. Moi je pensais que c'était la terre qui avait monté, etc. Et l'architecte m'a dit non, pas du tout. C'est que c'était un passage de roue. D'accord. C'est-à-dire que là, les chars arrivaient. Ouais. Et c'était un soutien de route. Quelques détails des cadastres établis au fil du temps, ainsi que des panneaux présentant la lignée des seigneurs du lieu, en particulier les familles Argental et Pagan, fondatrices du village. Ici, un ancien atelier, comme l'explique Pierre Bernard. Ici étaient les usines de soierie. Vous avez vu qu'il y avait eu des Ursulines, mais qu'on a fait partir à la Révolution. Et par la suite, s'est installée une soierie. Puis, durant la guerre, la région imprima de la monnaie. Mais rien de vraiment illégal. Nécessité fait loi. Ce recoin caché du Pilat a servi à accueillir la monnaie de France, puisque la fabrique nationale était en danger avec la présence des Allemands. Mais également, il y avait eu des billets à cette époque. On faisait des billets, faute de monnayage, on avait des billets faits par des particuliers. Le programme de la matinée comporte ensuite une marche sur le chemin de la Potte. Une petite hésitation sur le trajet à emprunter. Tout rentre dans l'ordre et l'on suit un chemin bordé par un long mur de pierre. Les jambes sont ensuite mises à contribution à proximité de la croix de la Potte ou croix de la Haye, Haye signifiant le rempart. Une halte à hauteur du Rocher des Dames et une discussion sur la présence des druides à cet endroit. La fonction druidique, il a quand même expliqué pas mal de choses sur les druides. Et on a très peu d'autres témoignages. Sinon, les témoignages de César... Pour les Celtes, il y avait des endroits bien précis de culte sacré. Et ce n'était pas les rochers.
Appuyés au rocher des Dames, auquel la tradition attribue quelques propriétés pour les passantes qui s'y adossent, les participantes sont invitées à faire part de leur impression. Leurs avis ne sont pas très nets. Ou bien les dames veulent-elles garder le silence? Il fut question de redescendre par le même chemin, mais l'on finit par emprunter un sentier plus propice à la marche avant de regagner les voitures. En passant, un abri de fortune dont la datation et l'usage restent incertains. Parvenus au hameau de Sainte-Agnès, un intermède fermier à l'entrée du sentier, une truie et un chien qui semblent faire bon ménage. Installés par le propriétaire du lieu au XIXe siècle, des pierres, aux formes parfois presque semblables à des êtres vivants. Il faut tout de même un peu d'imagination. Le chemin conduit à l'oratoire Sainte-Agnès, le calme d'un ombrage propice au recueillement. Puis, ces éboulis, dont les roches proviennent du mont Gontier, situé au sommet de la colline. L'heure de passer à table à l'auberge du Grand Bois, pour un casse-croûte bien amélioré. Christian, fondateur de l'auberge du Grand Bois, et quelques mots de patois qu'il veut bien nous livrer. Oublions le patois de chez nous, mais oui quand même essayons de dire quelques mots. Alors, oui, très content de vous recevoir. Au fil des conversations se glisse un peu de patois, ici dans le langage de la région la plus septentrionale de l'occitan. Le café et l'addition. On met le cap sur la Blache. Un petit pont sur la rivière La Semaine, qui prend sa source à proximité du col de la République, et dont le flot servit autrefois à l'installation des scieries, rubanneries et autres industries. Le vent souffle, le groupe amorce la montée jusqu'à la lisière du bois, à travers un pré où Pierre Bernard retrouve une vieille connaissance. L'occasion d'échanger quelques mots en patois, mais la traduction n'est pas assurée. Le dolmen, on le visite. Et des questions. C'est le moment de sortir les smartphones, pourvus de leur magnétomètre et de leur telluromètre. On peut vérifier que le domaine se situe bien sur un zéro tellurique. On s'interroge quand même sur le sens. Est-ce que c'est une onde de forme qui fait qu'à chaque fois à l'entrée de tels lieux, on a un degré zéro de magnétisme, ou si au contraire c'était des lieux sacrés d'initiation où il fallait partir, on dirait littéralement partir de zéro, quoi. Ces roches affleurantes en forme de trièdre pouvaient marquer le point de départ des sources souterraines. Le soleil décline, à l'orée du bois sur le chemin du moulin de la Silarière, la journée se termine avec l'évocation de la déesse Épora et les légendes venues du monde celtique.
elle a continué d'être en vénération chez les Romains. C'était la déesse à cheval des routes, la gardienne des routes. Il y a eu des tas de légendes, on retrouve ces légendes là-haut en Irlande et au Pays de Galles. Elle a un autre nom là-haut, c'est Rhiannon, ça veut dire la reine, la petite reine.